Hey, bonjour tout le monde. Cette semaine, après tant d'attente, j'ai décidé de faire une nouvelle émission de Collabo Buster. J'ai réagi parce que pour faire une émission comme ça, il faut que j'aie une grosse réaction face à quelque chose que j'ai vu, une vidéo évidemment. Donc, cette semaine, je vais parler du fameux débat qu'on a vu avec Denis Lévesque. Et puis, il y avait 4 personnes invitées, en fait. On va écouter ça ensemble dès maintenant. Donc, on regarde ça. Bonsoir. Cette semaine, on va parler de vaccination obligatoire parce qu'à compter de la semaine prochaine, au Québec, le personnel de la santé devra être obligatoirement vacciné. Sinon, il n'y a plus de paye. Donc, tu sais, on a attendu 19 mois avant de faire supposément un débat. Je sais pas pourquoi que ça a pris autant de temps de faire ça, mais bon. À la vaccination, à la grandeur de la population, alors on va réfléchir à tout ça en compagnie du docteur Amir Kadir, qui est microbiologiste et infectiologue, maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et auteur. Amir Kadir, qui a aussi été très impliqué en politique, hein, on le sait, il faut pas l'oublier. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, et maître Hans Mercier, avocat qui conteste la validité du passeport vaccinal. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Je vais commencer avec le docteur Kadir parce que, Amir Kadir, vous étiez au début en faveur du libre choix pour la vaccination et depuis quelque temps, vous défendez le principe de la vaccination obligatoire. Amir Kadir même qui était pour l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Plusieurs pays ont utilisé par exemple l'hydroxychloroquine très rapidement, à large échelle, aux premiers symptômes, puis leur mortalité a été beaucoup plus basse que dans d'autres pays où on a pu utiliser. Oui, là, c'est vous qui le soulevez, le docteur Kadir. Je vous arrête là-dessus, mais je vous arrête là-dessus parce que c'est fondamental pour nous autres, le public. Attendez. Maintenant, moi, j'ai pas les compétences d'un virologue, de la renommée de la compétence du docteur Raoult. Pour tout le monde. Alors, dites-moi pourquoi. En fait, oui, à partir du moment où on a commencé à constater la présence d'un virus excessivement contagieux qui ne pouvait plus être contrôlé sur le plan épidémiologique avec une couverture vaccinale dans la population aux alentours de 70%, comme on espérait avec le variant original. C'est sûr qu'on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on allait atteindre un niveau de vaccination qui puisse nous permettre une protection. Normalcy only returns when we largely vaccinated the entire global population. Il faut, avec le taux de reproduction qui est très élevé de ce variant, le variant Delta. Le variant Delta, tu sais, qui a un taux de reproduction très élevé. On sait que les virus, plus ils sont contagieux, moins le taux de dangerosité est élevé, comme l'Ebola, par exemple, qui est très mortel, mais très peu contagieux. C'est comme un continuum. D'un côté, tu as très, très mortel, puis d'un côté, tu as très, très contagieux. Tu peux pas avoir les deux extrêmes en même temps. Ça, c'est la base de les. Il faut une protection vaccinale au-dessus de 90% pour qu'on puisse y arriver. La question d'obligation, puis je me demande, en termes d'opérationnalisation, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner? Là, on le sait, les gens qui travaillent dans le système de la santé, à partir du 15 octobre prochain, ils ne pourront plus travailler. Maintenant, ils sont chez eux. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie la police avec une infirmière. Pendant que les policiers tiennent, ils vont y rentrer une seringue dans le bras. On les envoie en prison. Comment on fait ça pour opérationnaliser l'obligation de la vaccination? Ça, c'est une caricature, M. Duhem, parce que c'est pas ça que les gens préconisent. Ça, c'est une caricature de la chose pour Donc mieux là, on est en train de présenter les panélistes. C'est-à-dire que la liberté de choix. Amir Kadir interrompt déjà. La liberté de choix, c'est de dire, je ne veux pas être vacciné, par contre, j'en assume des conséquences. D'abord, on est déjà à 84-85%, là, et il n'y a pas d'obligation au moment où on se parle. Il n'y a pas d'indicateur. Puis il y a aussi le risque contraire. Hein. Plus on continue à pousser, plus on est en train d'exacerber les tensions, plus on est en train de discriminer, d'isoler des gens et de les rendre encore. Au lieu de prendre une décision par eux-mêmes, ils sont rendus qui se rebellent
rebellent contre un système qui essaie de les obliger. Vous avez le vaccin et une vie, ou vous n'avez pas de vaccin et pas de vie. C'est comme dire, vous avez le choix entre la peine de mort et la prison à vie. C'est pas un choix, ça. Puis c'est pour ça, avec le respect que j'ai pour le docteur Kadir, c'est pas ça de la liberté, là. Pour faire avoir une société libérale, la liberté, là, vous savez, on dit c'est un droit fondamental, c'est le fondement de la société. C'est pas juste être égoïste, puis c'est pas juste un jouet qu'on enlève aux enfants qui sont pas gentils. Mais merci, vous êtes au courant que la Donc, liberté encore là, on n'est coupe pas la absolue, ça parole existe dans pas. pleine En effet, vous êtes au présentation courant de ça. des Vous êtes au courant panélistes. aussi du fait qu'il n'y a absolument ni droit ni liberté qui, un, est absolu. Pourquoi? Parce qu'on considère que les intérêts collectifs doivent être évalués à la lumière de ce jeu de pondération. Là, c'est en train de nous dire, et vous avez comparé, je veux juste vous dire, le passeport vaccinal à une question de peine de mort, vie ou de mort, alors qu'on restreint ça de manière ultra méga pointue à des trucs de resto, de cinéma. Écoutez, quand une personne ne peut pas aller voir sa mère qui est mourante à l'hôpital, elle est déjà en train de mourir, on s'entend que le risque est minime parce qu'elle n'a pas de C'est pas vrai. The fuck? C'est Une pas telle vrai. chose n'existe plus, c'est pas vrai. Il y a pu avoir des dérapages comme il arrive. Exact. Toutes sortes de C'est dérapages. Donc là, on entend Amir Kadir dire il y a pu avoir des dérapages. C'est lui qui l'a dit, là. C'est lui qui a commencé avec ce fameux... Dans Mais c'est ça n'importe le quelle problème. décision On en est publique. dans des dérapages, puis je m'excuse, mais... Quel c'est- dérapage? De quel dérapage vous parlez? Parce que le passeport, là, écoutez-moi, là, dans toutes les juridictions où ils ont mis des passeports vaccinaux, il y a de deux choses l'une. Où il y avait une date limite, parce qu'on est conscient que c'est une mesure extrêmement tentatoire, où il y avait un pourcentage de vaccins à atteindre minimal, puis après ça, on disait qu'il n'y en aura plus de passeport. Je Parce que comprends ça, ça, c'est mais ce que merci, la mais Cour... vous avez parlé de vous êtes dérapage. constitutionnaliste, vous devriez savoir qu'il faut qu'il y ait un lien rationnel. Ah oui, ben c'est ça. entre Je vous l'objectif remercie de me de faire la loi. leçon, mais avant de me faire la leçon, Puis- vous pourriez répondre à la question. Quels sont les dérapages afférents au passeport vaccinal? Après ça, on pourra parler de lien rationnel. Mais commençons par le début. Vous nous dites qu'il y a des dérapages, mais on vous écoute. Ben, le Hey, hein, ça commence mal avec monsieur Frédéric, c'est ça. Ah oui, monsieur Frédéric, qui est très émotionnel. Hein. On voit tout de suite sa première réaction, c'est... Au début, on interdisait les visites à l'hôpital. Oui, Ouais, mais mais ça, là, c'est il y a exigeait il y a pas. plus Là, on d'un fait an. quoi, Mais là? non, on n'est Ouais, plus là. parlez aux gens. Présentement, qui va voir son médecin, puis vous savez que les médecins se sont fait dire qu'il y avait juste 3 ou 4 raisons pour lesquelles ils pouvaient donner une exemption et qu'ils pouvaient leur donner justement un passeport. Cette personne-là ne peut pas présentement. Donc, elle se fait dire que médicalement, elle ne peut pas avoir un vaccin et en même temps, elle ne peut pas avoir un passeport. Ça, c'est pas un dérapage. Je me demande Donc, c'est c'est quoi. pas grave. Bien sûr. Regarde, monsieur. Les employés fédéraux qui travaillent dans un bureau à Calgary ou à Ottawa, Frédéric, là, tu parles d'obligation, et on va les obliger à se faire vacciner. Or, le personnel de la santé, on peut le comprendre, mais pour des employés là, très lointains là, par rapport au public, là, Ben, écoute, je vais rejoindre les Frédéric. propos d'Amir en bonne partie. On est dans une situation, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, là, de lutte à la pandémie. Une lutte qui se passe... La pandémie, hein, qu'on a changé la définition un mois avant début 2020. Il y a 80 personnes en salle d'urgence, aux soins intensifs, puis on est dans une pandémie quand même. Tout l'été, il y a des mois, il y a des semaines qu'il n'y avait aucun cas, et puis on nous fait croire qu'on est encore dans une pandémie. Un état d'urgence, le mot urgence est supposé d'être temporaire. On n'en vient pas à bout. On est dans une 4e vague qui n'en finit plus encore. 600 cas aujourd'hui, si je fais... En passant, la 4e vague, elle débute, selon les experts qu'on voit à la télévision. Le pic n'est pas encore atteint de la 4e vague. Et lui, il dit qu'elle finit plus. Pas erreur. Donc, tout ça pour dire que si on veut justement en arriver à bout, enfin, bien, ça va prendre des mesures un petit peu plus drastiques. Et que le gouvernement fédéral dise, bien là, c'est de valeur, mais si vous voulez... Puis on sait très bien que la vaccination, ça va être à tous les 6 mois. Le président de la compagnie Moderna l'a annoncé que ça va être pour toute la vie, la vaccination. Il faut voir que la COVID ne va pas disparaître. C'est un virus avec lequel nous allons devoir vivre. Mais en faisant des rappels régulièrement, ça sera comme la grippe, on va vivre avec. On va continuer à faire des rappels adaptés aux variants jusqu'à ce que cette pandémie devienne endémique.
et donc ça soit juste vivre avec un rappel par an. Donc, les Québécois doivent s'attendre, comme tous les citoyens du monde, à pas seulement arriver à 2 doses. Là. On pourrait y arriver à 3 et 4 doses éventuellement. Là. Exactement. Bon, de toute manière, je pense qu'on va devoir avoir des rappels régulièrement tout le reste de notre vie. C'est une nouvelle norme sociale. Donc, de mettre des mesures encore plus drastiques, ça va juste nous faire tout perdre notre liberté. Vous allez faire votre devoir de citoyen, vous allez faire votre job, vous allez contribuer à l'effort de guerre, c'est-à-dire la lutte à la pandémie, puis ça finit là. Puis qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui vont subir des ruptures de service puis qui ne seront pas en mesure de se faire soigner, puis qu'eux autres auraient dit, moi, ça me dérange pas de quelqu'un qui n'est pas vacciné? Je ne le vois pas, là, mais... Il n'est pas question... Regardez, par exemple, moi qui prône cette vaccination le plus large possible, il est hors de question que, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'un service de santé se voit refuser le service. Ce qui est demandé. C'est ça qui va arriver. Mais M. Kadir, la semaine prochaine, il va manquer 27 000 personnes dans le système de santé qu'on va mettre dehors, qu'on va envoyer chez eux sans sol. 27 000? D'où est-ce que vous sortez ces chiffres, monsieur? La presse, je suis impliqué dans les efforts. C'est le ministre Dubé qui a rendu ça public aujourd'hui, M. Kadir. Allez voir sur lapresse.ca. Sauf qu'il y en a 14 000 qui ont eu une première dose. Ben oui, qui auront une deuxième. Donc, ça tombe une première dose, je m'excuse, mais c'est comme si tu serais... aucunement vacciné. Bientôt, ça va être 3 doses, puis tous ceux qui ont 2 doses vont perdre leur passeport vaccinal. Est-ce qu'il va y avoir des ruptures de service, oui ou non? Regardez, des ruptures de service occasionnées par des infirmières ou du personnel qui en infectent d'autres, il y en a déjà. C'est ça le problème. On est dans un cercle vicieux. Oui, il y en a déjà parce que les vaccinés transmettent quand même le virus. Là, qu'est-ce qu'on va causer? C'est un hécatombe dans les CHSLD encore pire que celle de l'an passé parce qu'on vaccine pour une 3e dose les personnes âgées. Donc, il va y avoir encore plus d'effets secondaires. Ils vont être encore moins forts avec leur immunité naturelle parce qu'on sait que l'immunité avec le vaccin est moins bonne qu'une immunité qu'on acquiert naturellement. Donc, ils deviennent dépendants. Puis là, en plus, on va manquer de personnel pour prendre soin de ces gens-là. Donc, c'est une hécatombe assurée, je vous le garantis. Là. Quelqu'un n'est pas vacciné, transporte la maladie dans l'hôpital puis en contamine ou met à risque d'autres employés, mais ces employés-là sont hors service pendant 2 semaines. On a vécu. Tu parles des employés non vaccinés qui reçoivent 3 tests par semaine pour se faire dépister s'ils ont le COVID, comparativement aux personnes vaccinées qui, eux, ne passent même pas le test puis qu'on sait qu'ils transmettent quand même la maladie. Donc, c'est qui contamine? Vraiment. C'est qui monopolise les ressources médicales actuellement? Ce sont les non-vaccinés. Ça commence à ressembler comme... Oui, ça, c'est un bon point, Eric. C'est un bon point parce que les non-vaccinés, on met là-dedans même des personnes qui ont reçu leur vaccin, leur 2e dose, il y a 13 jours. Ça prend 14 jours avant qu'ils soient déclarés non-vaccinés. Donc, s'ils ont des effets secondaires à l'intérieur des 14 jours, on les considère comme des personnes non vaccinées. Personnellement, j'étais en contact avec des personnes de la santé, puis on me dit que c'est plein de personnes qui se sont faites vacciner qui sont dans les urgences. C'est beau la liberté, mais la liberté fait en sorte que actuellement, si les risques d'explosion du système existent, c'est parce que des non-vaccinés. On a 88 personnes aux soins intensifs au moment où on se parle au Québec, là, dans un système qu'on paye 1 milliard par semaine. Fait que je pense qu'on est capable de gérer ça normalement. Là. Et ce qui est inquiétant par rapport à ça, c'est comment, là, c'est même plus une question de science, c'est plus une question de santé publique. Quand on dit à des médecins, vous ne pouvez pas faire de télémédecine, quand on dit à des fonctionnaires, vous ne pouvez pas faire du télétravail à partir de chez vous, c'est plus une question de risque d'infecter les autres, c'est une question idéologique et politique à laquelle on a affaire présentement. Ben, quand t'es médecin et tu ne crois pas à la science, t'es peut-être juste pas à la bonne place. C'est plate à dire, mais... Écoute, il y a plein de personnes. Un médecin, premièrement, c'est pas des spécialistes en vaccination. Ça, c'est un raccourci intellectuel. Quand tu es un médecin et tu ne crois pas à la science, je veux dire, toi, tu es supposé d'être un expert en constitution.
Fait que faire d'autres choses ton dans la opinion... mais là, vous présumez des motifs des médecins qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, les médecins qui m'ont parlé, qui ne veulent pas se faire vacciner, avaient des raisons. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces raisons-là, c'est pas tous des conspirationnistes. Puis là, on parle là-dedans, il y a des médecins qui travaillent en télétravail. Je veux dire, comment que je peux transmettre le virus en télétravail avec une conversation Zoom? Là, il est rendu dangereux, ce virus-là, il se transmet par l'Internet. Là. Qui on est pour juger des décisions de principe des gens? Une société libre, c'est ça. Regardez, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui boivent de l'alcool, il y a des gens qui sont obèses parce qu'ils mangent trop de malbouffe. Est-ce que vous avez le droit de fumer au bureau? Merci. Avez-vous le droit de fumer au bureau? Très bon point. Avez-vous le droit de fumer dans votre bureau devant d'autres personnes? Avez-vous le droit de fumer dans des endroits Bien publics, sûr au centre que d'achat? non. Ils ont le droit de manger comme du fast-food au bureau, par exemple, puis de devenir obèse. Puis on sait très bien que les personnes obèses, c'est eux qui ont le plus de risques de mourir de la COVID. Là, l'obèse qui mange au McDo, là, je m'excuse, mais il n'est pas un danger pour ma santé, mais il y a un danger pour le système de santé. La plupart des gens semblent s'entendre pour dire que le vaccin offre très peu de protection contre la propagation, particulièrement pour le variant Delta. OK, si vous voulez, on va faire une pause. Il faut absolument faire une pause. Et là, je vois un Kadir qui hoche de la tête. On va répondre à tout ça après la pause, dans 3 minutes. À tout. Puis, tu sais, M. Frédéric qui parle de liberté collective. Depuis quand que les principes qu'on ignore toutes les libertés individuelles parce que selon la Constitution, les lois qu'on a, c'est des libertés individuelles qu'on doit protéger. On ne devrait pas élargir ce principe-là au niveau collectif. Ça perd tout son sens. Là. C'est bien beau la vaccination, mais avec le Delta variant, on est moins protégé. Puis on ne sait même pas si on est vacciné, si on ne peut pas le transmettre, ce fameux virus-là. Qu'est-ce que vous répondez? C'est sûr que le vaccin idéal serait probablement un vaccin par spray nasal qui ferait en sorte qu'on serait protégé même sur une muqueuse en surface, là où on attrape le virus initialement. Depuis quand un vaccin est par spray nasal? Il change la définition d'un vaccin. C'est supposé d'être le virus qui est affaibli, qu'on nous injecte dans notre organisme, qui fait en sorte qu'on va développer des anticorps face à ce virus-là. Pas de ça en attendant que ça sorte. Pour le moment, c'est ce qu'on a de mieux, puis ça protège quand même les gens contre des maladies graves. Oh, c'est ce qu'on a de mieux. En plus, on sait que le vaccin, l'effet diminue après 2 mois. Donc, moi, j'irais presque jusqu'à dire qu'il est inutile. Comme critique le plus virulent des compagnies pharmaceutiques depuis une quinzaine d'années, moi, j'étais le premier à être aux aguets pour le moindre faille dans les processus pour critiquer puis là, ces vaccins-là. en tout cas, t'es plus à la même place en 2021. Non, mais moi, je suis vacciné, puis je suis pro-vaccin. Mais avant tout, je suis pro-choix. On peut pas forcer des gens à se faire vacciner, le fusil sur la tempe. On avait une belle campagne actuellement de convaincre les gens. Vous voulez pas avoir de réticence, vous voulez pas avoir de problème après. Faut expliquer aux gens c'est quoi un vaccin, faut expliquer, faut qu'il y ait un consentement qui soit éclairé, qui connaisse c'est quoi les effets secondaires, qui connaisse c'est quoi 8 mois qu'on parle de ça. Si les gens n'ont pas encore compris, arrive un moment donné où ils ne comprendront pas. Là, je suis désolé, là, mais il est trop tard. Il y en a qui choisissent de laisser leur job plutôt que ça. Ça s'appelle des raisons idéologiques ou de la folie bleue, un cas ou l'autre. Il y a même des médecins qui attendent là, de voir les résultats à long terme de ça. C'est pas des raisons idéologiques, c'est être intelligent puis prévoir que c'est peut-être une mauvaise idée de ne pas attendre, d'être sûr avant de prendre n'importe quoi. Hein. La question, c'est... Dans une société libérale, on tend à protéger les intérêts de la collectivité. Puis une pandémie, tu t'en sors pas. la liberté, c'est protéger. Encore là, on parle d'intérêt de la collectivité, tandis que les droits fondamentaux, c'est des libertés et droits individuels. Puis lui, il se dit être un spécialiste en constitutionnaliste. La question est plus fondamentale que ça. Est-ce qu'aller voir son père dans une résidence personne âgée, est-ce qu'aller avec son enfant à l'hôpital, est-ce qu'accompagner son enfant à l'hôpital, est-ce qu'aller au restaurant avec son épouse, est-ce qu'aller s'entraîner au gym, c'est des droits dans notre société ou ce sont des privilèges? Moi, je considère que si c'est un droit... Un privilège, pardon, M. Frédéric. Non, je veux dire,
c'est dans la charte avoir le droit de se déplacer puis d'avoir accès à des commerces. Ça fait partie de la Constitution en passant. Ce n'est pas des privilèges. Si c'est un privilège, là, on n'a pas besoin d'avoir de débat. Donnons ça aux souverains, puis laissons-le nous dicter quoi faire. Moi, je pense que c'est un droit. aller au restaurant dans des droit. Et si c'est un droit, à ce moment-là, le fardeau de la preuve, il est sur le gouvernement de nous prouver que les mesures sont absolument essentielles avant de les imposer à l'ensemble de la société. C'est ça le problème de base actuellement. Mettons, on si coupe vous avez la parole encore. Si vous avez la rougeole ou la tuberculose et que vous voulez accompagner votre enfant à Sainte-Justine, on ne vous laissera pas. Du côté pro-vaccin, on coupe la parole à outrance. De l'autre côté, c'est beaucoup plus raisonnable et poli. Ce choix ou ce droit ou ce privilège. On voit que c'est beaucoup plus émotionnel de pouvoir donner des services de manière sécuritaire à d'autres. Moi, je demande à Éric Duhaime, puis je demande à Maître Mercier, où est la compassion, où est la générosité, où est le on parle de compassion. Au bénéfice de l'ensemble de la société. Moi, je vais on parle de risque-bénéfice, qui est un principe qui est complètement ignoré depuis le début de la pandémie. On porte des masques qui sont efficaces à 1% et qui causent plus de problèmes que... On dépense des budgets de fous, tandis qu'on n'a aucune preuve scientifique que ça fonctionne. Monsieur Amir Kadir, vous me parlez de risque-bénéfice. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Dans une société, j'appelle pas ça de la compassion. Mais solidarité, bon point, la solidarité, on fait ça pour l'autre. Comme porter un masque, on fait ça pour l'autre. Parlons-en de solidarité, parce que la solidarité, c'est pour tout le monde, incluant les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est pas à sens unique. Et pourquoi on ne pourrait pas, comme dans certaines juridictions, permettre à ces gens-là de tout simplement passer un test pour démontrer qu'ils sont négatifs, pour aller dans l'endroit où ils veulent aller. Mais Maître Mercier, vous aviez des doutes tantôt sur la médecine. Moi, j'ai des doutes sur les tests. Les petits tests dans un quart d'heure, je ne crois pas à ça, moi. Il faut avoir foi en la science. Le test est reconnu scientifiquement. Pour être valide. Non, mais on va demander là-dessus, docteur Kadir, le petit test vite en 15 minutes. Il y a des bons tests, puis il y a des moins bons tests. Pour ce qui est du pratico-pratique, c'est sûr que ces tests-là ne valent pas les PCR, mais dans des contextes où on n'a pas d'autre choix, ça peut être on n'a pas de choix. Mais là, on veut s'en sortir globalement. Ça, c'est important ce que vous dites là, docteur. On s'en sortira pas parce qu'il va falloir apprendre à vivre avec la maladie, comme M. Arruda le dit, donc... C'est un peu contradictoire. Vous avez dit à 70-75% qu'ils levaient les mesures, qu'on n'aurait plus d'état d'urgence. On est rendu à 85, on est encore pris avec. On n'a pas, même au moment où on coupe la parole encore. J'attends que le gouvernement me dise à partir de combien de décès par semaine, ou combien d'hospitalisations, ou combien de soins intensifs, on va lever l'état d'urgence sanitaire. Parce que présentement, c'est instrumentalisé. La vraie question. Change pas de sujet. Non, c'est le fond de la question. C'est l'urgence sanitaire, le fond de la question. Il faut, quand est-ce qu'on va lever l'état d'urgence? Quand est-ce qu'on va dire, comme la Norvège vient de faire, on pense à la prochaine étape, on sort de la crise et on pense à l'après. On n'a pas de plan de sortie de crise à l'heure actuelle au Québec. C'est ça qui est le drame. Ça s'appelle la vaccination. C'est le zéro, c'est impossible. Le gouvernement doit avoir un plan plus précis, puis expliquer ses objectifs de manière plus claire. Exact. Cependant, on n'a aucune preuve écrite d'aucune décision qui a été prise à partir des décrets. Donc, le gouvernement est absolument imputable dans tout ce qu'il fait et il gouverne par... il n'a jamais eu autant de pouvoir un premier ministre dans toute l'histoire du Québec sur une période aussi longue. Sauf que, regardez, on est la législation là, de loin au Canada qui a été la plus liberticide. Et on est ceux qui ont les pires résultats en termes de décès au moment où on se parle, puis de loin. Plus maintenant, par exemple. Au début, c'est vrai qu'on a échappé, mais ça va mieux. L'ensemble des décès, c'est très élevé. Tout le monde veut sauver des vies. Le problème, c'est qu'on ne s'entend pas sur comment. Puis que c'est pas une solution qui est juste une question de pourcentage. C'est pas simple comme ça. C'est pas noir et blanc. C'est pas 90 versus 89% de taux de vaccination. Frédéric? En une seconde, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas vacciné, on s'en sort pas, c'est tout. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette finit là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Le vaccin, c'est la clé de tous nos problèmes. Je vais me faire vacciner, je vais être plus fort. Hein? Je vais pouvoir manger du McDo. Je vais courir plus vite, tu sais. En plus, il paraît que le vaccin te donne une meilleure espérance de vie. Il te donne des muscles puis te rajeunit. T'as un meilleur odorat. Hey, TVA le dit. Le vaccin, c'est la vie. Faites-vous piquer, ma gang de brebis. Parce que TVA le dit. Bon, ben pour finir là-dessus, je vais faire une petite analyse.
une petite conclusion. Donc, c'était le premier débat télévisé depuis le tout début de la pandémie. On appelle ça un débat, mais je suis pas sûr à 100% que c'est un vrai débat, étant donné que c'est pas tous des spécialistes. On parle plus de politique, d'un débat politique qu'un débat scientifique, là, selon moi. Ça serait peut-être intéressant d'avoir quelque chose de plus structuré à l'avenir. Un peu comme les débats des chefs, qui n'est pas parfait non plus, mais au moins on donne, exemple, 30 secondes, 1 minute à chaque personne. On coupe les micros des autres pour pas qu'il y ait d'interruption. Comme ça, chacun peut avoir autant de temps de parole. Monsieur Frédéric Bérard, qui est un professeur en droit constitutionnel, qui fait juste parler de vaccination. On aurait aimé ça de l'entendre parler de qu'est-ce qui est spécialisé, de plus l'aspect juridique de la pandémie. Mais il est supposé d'avoir aucune compétence scientifique, puis il est très émotionnel, puis il dit des raccourcis intellectuels tout le temps. Donc, Monsieur Frédéric Bérard, je souhaiterais plus qu'on l'invite dans un débat télévisé, s'il vous plaît. Monsieur Duhaime, qui a des très bons arguments, mais qui se laisse carrément manger la laine sur le dos. J'aimerais ça le voir avec plus d'audace, puis un peu plus d'émotion même. Là, il est vraiment docile. J'aimerais qu'il prenne sa place à l'avenir dans un débat. Le docteur Kadir, qui est en fait un ancien politicien de Québec solidaire, qui a même participé à des manifestations avec la gauche dans le passé, qui a des idéologies très, on pourrait dire, gauchistes. Monsieur Kadir qui a dit que le vaccin, c'était mieux que rien pantoute, autrement dit. En plus, M. Kadir, il arrête pas de couper la parole. On le met beaucoup de l'avant. On dirait qu'on a un parti pris avec M. Lévesque. On dirait qu'il y a un parti pris envers Amir Kadir. C'était ça pour mon émission. Ça m'a fait beaucoup réagir de voir cette émission-là. J'espère que la prochaine fois, on invite des vrais scientifiques qui s'opposent à la vaccination, en fait, parce que là, c'était seulement que des politiciens du côté contre la passeport sanitaire. Donc, j'aimerais avoir un débat plus scientifique à l'avenir. Donc, merci d'avoir regardé mon émission. Si vous aimez ça et vous voulez que j'en fasse plus souvent, écrivez-moi un commentaire. Vous pouvez même me supporter. Puis partagez, likez. Puis on se revoit une prochaine fois pour une émission de Collabo Buster. Merci tout le monde. Bonne journée.